À nouveau, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à ce Midi Conservation. Aujourd'hui, Midi Conservation, protéger la faune en milieu agricole, étude de cas sur la tortue des bois, présenté par Corridor Appalachien et plus précisément Tania Vinet. Donc, petite présentation de notre conférencière. Tania est biologiste au sein de l'équipe d'acquisition des connaissances de Corridor Appalachien, où elle participe aux inventaires écologiques et au suivi d'espèces en situation précaire. Depuis le printemps 2021, elle participe au suivi télémétrique d'une population de tortues des bois afin de documenter les menaces qui pèsent sur elles. C'est en 2017 qu'elle s'est réorientée vers la biologie pour suivre sa passion. Elle possède maintenant un baccalauréat en écologie et poursuit sa maîtrise en gestion de l'environnement. Dans ses temps libres, on la retrouve à l'extérieur en train de faire une activité de plein air en montagne comme sur l'eau. Donc, voilà pour Tania Vinet. Maintenant, je lui cède la parole pour qu'elle commence sa présentation. Donc, Tania, c'est à toi. Parfait. Merci beaucoup, Maxime. Excuse-moi, juste pour préciser, si jamais vous avez des questions, il y a un onglet questions qui vous permet de les poser. Donc, envoyez-moi-les en privé ou à tous, peu importe. Et suite à la présentation de Tania, je vais me charger de faire le tri et de lui demander. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, à la fin, il y aura une période de questions, donc je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc, Maxime m'a très bien présenté déjà. Donc, je suis biologiste chez Corridor Appalachien. Je vous présente aujourd'hui une conférence qui s'intitule « Protéger la faune en milieu agricole, une étude de cas sur la tortue des bois ». Donc, pour cette présentation-là, on va avoir 4 volets qu'on va couvrir. Je vais faire une bref description de Corridor Appalachien, l'organisme pour lequel je travaille. Puis, je vais vous parler plus précisément de la biologie de la tortue des bois, donc l'espèce qu'on étudie aujourd'hui, et vous présenter une étude de cas, donc une population spécifique à la rivière Sutton de tortues des bois. Pour terminer, je vais finir avec des recommandations pour sa protection et les appliquer plus particulièrement en milieu agricole. Donc, Corridor Appalachien, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2002, donc cette année on fête nos 20 ans. La mission de Corridor Appalachien est de protéger les milieux naturels et la biodiversité des Appalaches du sud du Québec. Nos priorités d'action pour atteindre cette mission-là sont de protéger les grands massifs forestiers, donc c'est les milieux naturels qui sont peu fragmentés dans un rayon de, par exemple, de 10 km², qui représentent une superficie de 10 km² et plus. La connectivité entre ces massifs forestiers-là, donc les corridors qui les relient, et les hotspots de biodiversité, donc les habitats d'espèces en situation précaire, les milieux humides et le réseau hydrographique, c'est des exemples de priorités qu'on a au sein de notre organisme. On a 4 champs d'expertise qu'on met en valeur dans notre organisme. Le premier, c'est les actions de conservation, donc la protection de milieux naturels avec toute une équipe dédiée à assurer ces étapes-là de conservation. On a un champ d'expertise en gestion et mise en valeur du milieu naturel. Donc, quand un milieu est protégé, on veut parfois le mettre en valeur, par exemple en créant des sentiers, en faisant de l'aménagement de sentiers pour le rendre accessible au public, ou à d'autres moments, ça peut être d'assurer une bonne gestion, donc d'assurer qu'il demeure protégé et qu'il n'y a pas d'activités illégales qui ont lieu dans ce milieu-là. On a aussi un champ d'expertise en acquisition de connaissances, donc tout ce qui est l'acquisition de connaissances préalables à la protection d'un milieu, ou encore l'acquisition de connaissances sur des espèces en situation précaire, comme la tortue des bois, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et un volet éducation et sensibilisation. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui, avec la présentation. Donc, je viens donner une conférence pour éduquer un peu plus le public sur ce volet-là de tortue des bois, protection en milieu agricole. Mais il y a plusieurs autres aspects, là, toute une équipe là, qui couvre différents domaines dans ce volet-là. Chez Corridor Appalachien, on est 18 employés permanents actuellement qui permettent de réaliser qui donnent en fait leurs compétences pour réaliser ces différents champs d'expertise-là. Donc, vous pouvez voir les petites abeilles qui travaillent derrière cette grande mission. Puis on a aussi un conseil d'administration qui contribue au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, Corridor Appalachien, concrètement, avec la collaboration de plusieurs organismes et partenaires, est en mesure de protéger les milieux naturels, particulièrement en terre privée, grâce à ces actions. On peut voir concrètement avec cette carte-là
que dans les années 2000, c'était environ 400 hectares qui étaient protégés en terre privée, mais qu'en 2022, ce chiffre est passé à 16 252 hectares protégés en terre privée. Donc, c'est une grande augmentation de superficie protégée grâce à l'action combinée de partenaires locaux et nationaux. Donc, toutes ces réalisations-là seraient impossibles sans la contribution de plusieurs membres affiliés que vous pouvez voir sur cette carte ici. Donc, c'est notre territoire chez Corridor Appalachiens. Là, à l'est, on retrouve Sherbrooke, à l'ouest, Granby. Donc, on a un territoire délimité où on intervient et c'est les partenaires locaux avec qui on fait affaire qui contribuent aussi à la réalisation de ces grandes superficies de terres protégées. Passons maintenant au sujet qui vous intéresse, la tortue des bois. Donc, vous pouvez voir ici une photo de tortue des bois. Elle se reconnaît facilement là, de par sa coloration orangée au niveau de son cou, ses pattes. Donc, on la distingue aussi de d'autres tortues par sa taille, par exemple la tortue serpentine qui va être beaucoup plus grosse. Donc, c'est une tortue très distincte que je trouve particulièrement très belle aussi. Plus précisément sur l'espèce, son comportement, vous pouvez voir dans le bas ici un tableau qui présente son comportement au fil des saisons. Donc, si on commence à l'hiver, c'est la période d'hibernation pour la tortue des bois. Donc, elle va hiberner sous l'eau. Donc, elle est vraiment associée au milieu aquatique. Et elle a besoin d'un niveau d'eau suffisant, donc d'une profondeur assez grande pour pas que l'eau gèle quand elle va hiberner et d'un courant suffisant pour qu'il y ait assez d'oxygène qui circule pour pouvoir continuer de respirer d'une certaine façon sous l'eau. Au printemps, quand la glace fond, la neige fond, le soleil sort, on va la retrouver sur les berges en train de se réchauffer. Donc, elle va rester près de l'eau parce qu'au printemps, on sait, là, il y a encore des périodes de grand froid. Donc, durant ces périodes-là, elle a besoin de retourner à l'eau pour maintenir sa température parce qu'en fait, c'est un organisme ectotherme, donc c'est-à-dire qu'il dépend de la température ambiante pour maintenir sa température corporelle. Donc, c'est pas un organisme qui va dégager lui-même de la chaleur, mais qui dépend de la chaleur ambiante. Donc, c'est pour ça que au printemps, on la retrouve sur le bord des cours d'eau où c'est dépourvu de végétation, où elle va pouvoir se réchauffer et assurer une augmentation de sa température corporelle. C'est aussi au printemps qu'on retrouve la période de pondre. Donc, vous pouvez voir dans mon tableau, de mai à juillet, surtout en juin, c'est le moment où la tortue des bois femelle va commencer à pondre. Tout au long de la saison où elle est active, elle va tenter de se reproduire. Donc, dès qu'elle croise un partenaire, elle va prendre l'occasion pour se reproduire. Donc, il n'y a pas de moment précis de reproduction, mais au niveau de la ponte, c'est vraiment dans cette période-là, et elle va pondre de 3 à 20 œufs, surtout sur des sites sablonneux, graveleux, qui doivent être ensoleillés et non loin de l'eau. Donc, les berges sablonneuses, c'est vraiment des sites idéaux en bord de rivière pour la tortue des bois, pour y trouver un endroit où pondre. Durant l'été, la tortue des bois passe beaucoup de temps en milieu terrestre. Donc, elle va rarement s'éloigner à plus de 200 mètres d'un cours d'eau. Donc, elle est vraiment associée à ce milieu aquatique-là toute l'année, mais on peut la retrouver quand même assez loin. Là. 200 mètres, c'est quand même une bonne distance d'un cours d'eau. Donc, c'est notre tortue la plus terrestre au Québec. Elle s'éloigne comme ça du cours d'eau pour trouver son alimentation. C'est une espèce qui est omnivore, où elle va manger des petits fruits comme des framboises, des feuilles tendres au printemps, des champignons à l'automne, des insectes, des vers de terre, des gastéropodes. Donc, différentes sources d'alimentation auxquelles elle s'adapte selon la présence des sources au courant de l'été. Ensuite, vers la fin de l'été, au mois d'août-septembre, c'est la période d'éclosion. Donc, les œufs qu'elle a pondus et qu'elle a laissés derrière elle vont finir par, avec la chaleur, leur développement, par éclore et retourner à la rivière. Vers le mois d'octobre-novembre, c'est le moment où, tranquillement, elle se dirige vers le site d'hibernation où elle va retourner. Elle est assez fidèle, ça peut être variable, mais généralement, elle retourne environ au même site pour pouvoir passer un autre hiver et continuer sa vie. La tortue des bois est une espèce qui a une longue longévité, comme vous pouvez voir, de 46 à 58 ans, qui est estimée en milieu naturel. Donc, c'est une assez longue longévité, d'où l'importance de protéger les adultes. Donc, il y a quand même une importance à protéger les nids, les bébés, mais pour qu'un bébé devienne adulte, donc atteint sa maturité sexuelle, ça lui prend environ 12 ans. C'est variable selon le sexe, mais en moyenne environ 12 ans. Donc, c'est très long avant d'atteindre l'âge adulte et de pouvoir contribuer au recrutement de la population, donc de pouvoir
sexuellement se reproduire, pondre des œufs, puis plus l'individu avance en âge, par exemple pour une femelle, plus avoir de succès au niveau de sa reproduction. Donc, c'est vraiment les adultes qui contribuent à maintenir une population en place. D'où l'importance de protéger les adultes encore plus que les œufs ou les juvéniles. Je vous ai fait déjà une petite présentation de l'habitat en vous parlant de l'espèce, mais je vous fais un récapitulatif. La tortue des bois vit en milieu aquatique. Plus précisément, c'est dans des cours d'eau en méandre. Ce que ça veut dire en méandre, c'est qu'ils sont sinueux. Donc, ils vont faire plusieurs courbes au courant de leur parcours, ces cours d'eau-là. Puis, ça va faire que la rivière, une rivière en méandre, va être assez dynamique. Donc, il va avoir un changement de son parcours selon les forces du courant, à chaque printemps, à chaque automne. Ça va bouger un peu, donc c'est assez dynamique, comme je le mentionne. Puis, ces déplacements-là de substrat, de courant, ça fait en sorte aussi de créer des endroits propices pour la ponte. On peut le voir ici, là, on voit une courbe ici, une petite plage. Donc, c'est vraiment un endroit idéal pour la ponte où on a des bancs de sable avec tout autre substrat assez fin pour que la tortue puisse creuser, puis garder ses œufs exposés bien au soleil sans végétation. Je l'avais mentionné, le milieu aquatique doit demeurer suffisamment profond et avoir un courant assez fort pour continuer d'oxygéner lors de l'hibernation. Puis, comme j'avais mentionné aussi, la tortue va se retrouver en milieu terrestre, donc elle a besoin d'habitats riverains, propices pour ses déplacements. Donc, les aulnaies, c'est vraiment des endroits typiques où on peut les retrouver. Donc, une aulnaie, c'est un endroit dominé par l'ombre rugueux. Puis des plaines inondables là, qui peuvent être créées du fait justement de ce cours d'eau-là méandreux. Donc, c'est des endroits où il y a surtout des herbacées qui vont être présents, beaucoup d'éléments nutritifs pour elles qui vont se retrouver là, puis de l'exposition au soleil le plus facile dans les plaines inondables. Puis on va la retrouver aussi en milieu plus forestier. Donc, on peut la retrouver dans des forêts feuillues, des forêts de conifères parfois. Donc, c'est vraiment les milieux qu'elle fréquente. Ses principales menaces à la tortue des bois sont la perte et la dégradation d'habitat. Donc, quand on vient construire des maisons à proximité des cours d'eau, faire la foresterie, donc couper des forêts, la production agricole, des champs. Donc ça peut contribuer vraiment à dégrader son habitat, faire en sorte qu'elle doit se déplacer davantage pour pouvoir trouver sa nourriture ou l'exposer à des dangers, à plus de dangers, ce qui vient menacer là, cette espèce-là. Les dangers auxquels elle peut être exposée, c'est entre autres la mortalité routière. Donc, la présence d'un réseau routier très près du cours d'eau peut être néfaste pour une population. Comme je l'ai mentionné, les adultes sont très importants pour la survie de la population. Souvent, c'est eux qui sont victimes des mortalités routières. Donc, c'est certainement une menace. Et l'exploitation agricole, forestière ou de carrière, donc toutes ces exploitations-là à proximité d'un bord de la bordure des cours d'eau peuvent avoir un effet néfaste, là, que ce soit par l'utilisation d'une machinerie qui pourrait écraser la tortue, la destruction de nids ou l'utilisation de machineries qui peuvent faucher les champs. Et en même temps, si une tortue se trouve la faucher, donc c'est des menaces qui pèsent sur elle. Et finalement, la prédation excessive favorisée par les activités humaines. Je vous donne un exemple. Les ratons laveurs peuvent être favorisés par la présence des humains. Ils vont, par exemple, se nourrir dans nos ordures, ils nous tolèrent très bien. Donc, quand on a des humains, ça peut faire en sorte qu'on accroît leur population. Avec un accroissement de leur population, ils vont avoir besoin de trouver d'autres sources d'alimentation aussi. Puis, c'est des très bons prédateurs pour les nids de tortues. Donc, quand une tortue pond, les premières heures, premiers jours où elle a fait sa ponte, c'est avec l'odeur, entre autres, là, ce que ça dégage, là, les prédateurs peuvent facilement retrouver les nids et puis creuser, manger les œufs, donc nuire un peu à la reproduction des tortues de cette façon-là. C'est une espèce qui est désignée menacée au Canada et vulnérable au Québec, donc son côté situation précaire là, est indéniable, là, autant au fédéral qu'au provincial, c'est reconnu que la population est en déclin. Maintenant, plus spécifiquement, je vais vous parler de la population de Sutton, qui est une population témoin.
Donc, une population témoin, il y en a quelques-unes au Québec qui sont étudiées. C'est des populations qui sont suivies depuis plusieurs années, qui peuvent donner un portrait de comment les populations se portent, comment elles évoluent au fil du temps. Puis, ces suivis-là peuvent donner des signaux d'alarme pour impliquer des suivis plus étroits pour voir qu'est-ce qui se passe là, avec nos tortues. Donc, actuellement, les populations témoins sont suivies à un intervalle de 4 ans par l'équipe de rétablissement des tortues du Québec. Par le passé, ça pouvait être un peu plus espacé, d'où les valeurs que vous voyez ici, là, qui sont un peu plus espacées. Bref, c'est des populations qui sont vraiment suivies avec un protocole clair, un secteur où on va étudier la tortue vraiment définie, puis il y a une méthodologie rigoureuse qui est suivie d'année en année pour s'assurer que les études soient les suivis soient comparables les uns avec les autres. Donc, en 1995, c'est la première année du suivi de cette population-là qui avait été fait. Puis, ce qui est ressorti de ce suivi-là en termes d'effectifs de la population, c'était qu'il y avait environ 52 tortues qui étaient présents dans la population. Par la suite, en 2002, on voit déjà un important déclin avec 26 individus en moyenne qui est estimé. Ça se maintient relativement en 2013 avec 23 individus, mais en 2018, vous pouvez voir l'important déclin de 4,6 individus sur le même territoire, avec le même nombre de personnes qui recherchent, la même méthodologie, même période de l'année, 4,6 individus qui avaient été estimés. Ça représente un déclin d'environ 50% entre 1995 et 2002, donc il y avait déjà eu des inquiétudes qui avaient été relevées à ce niveau-là. Puis sur 20 ans, donc entre 1995 et 2018, là, sur un peu plus de 20 ans, c'est un déclin de plus de 80% de la population qui avait été constatée. Sur cette diapositive-là, vous pouvez voir ici notre plus jeune individu qui avait été retrouvé, là, environ 4 ans qu'on estime, puis notre plus vieux individu qui avait été trouvé pour la première fois en 1995. Donc, ça montre la très longue longévité des tortues des bois. Vous pouvez voir là, sur sa carapace, là, j'imagine que vous voyez ma souris, là, mais si vous la voyez, en fait, c'est assez évident, là, sur la carapace, on voit une fente là, qui, à notre avis, est probablement causée par la machinerie agricole. Mais heureusement, la tortue a pu survivre, malgré ces blessures qui sont survenues là, à l'époque. Donc, face à ce déclin important-là, comme vous avez pu voir en 2018, le déclin qui a été constaté, il y a un projet qui a été mis en place pour essayer de mieux comprendre pourquoi on voit autant de déclin dans cette population-là. Il y avait certaines menaces qui avaient déjà été identifiées par le passé, donc on voulait, entre autres, valider si ces menaces-là étaient toujours là, s'il y avait d'autres causes possibles. Donc, le but de cette étude-là était de documenter la population de tortues des bois, caractériser les milieux qui étaient utilisés par ces tortues-là, et identifier les menaces potentielles, comme je l'ai mentionné, à leur survie. C'est un projet qui s'est déroulé d'avril 2021 à octobre 2022, donc il vient tout juste de terminer en termes de suivi de la population. On va terminer en termes de rédaction de rapports, analyse des données, mais au niveau du suivi de la population, c'est d'avril 2021 à octobre 2022 que ça s'est déroulé. La zone d'étude, donc je l'ai mentionné rapidement, c'est la rivière Sutton, donc on se trouve dans la ville de Sutton et la ville d'Abercorn. Puis, comme je l'avais mentionné, c'est une zone d'étude bien délimitée pour faire le suivi de la population témoin. Donc, c'est la zone qu'on retrouve, que vous pouvez voir à l'écran. Cette zone-là, c'est la zone qui est parcourue pour comparer les effectifs entre eux. Mais nous, dans le cadre de notre étude, comme en 2018, c'était estimé qu'il y avait moins de 5 individus, probablement, pour maximiser les chances d'avoir un nombre suffisant d'individus pour tirer des conclusions dans notre étude, on a élargi cette zone d'étude-là. Donc, on a élargi au nord et au sud. Donc, ça nous a permis de recruter plus d'individus pour obtenir plus de données dans nos analyses. C'est une zone avec quelques milieux forestiers, mais très agricole. Donc, comme vous pouvez le voir dans la première photo, un champ agricole pas très près. Là, il y a quand même une certaine bande herbacée naturelle, mais un milieu agricole, qui est près de la rivière, que les tortues peuvent fréquenter. Ici, on a des bandes sablonneuses, donc des sites de pont propices pour la tortue. Encore une fois, le milieu agricole, une petite bande riveraine de
friche arbustive un peu plus. Il y a des obstacles aussi dans cette zone d'étude-là à la dispersion des tortues. Donc là, vous pouvez voir ici, dans la photo en bas à gauche, une chute naturelle qui peut limiter le déplacement. Il y a aussi la présence d'une chute non naturelle dans la rivière qui limite très certainement les déplacements aquatiques. Puis, ce qui a aussi été constaté en 2018 et qui a été étudié en 2021, c'est la présence de la renouée du Japon sur les berges de la rivière Sutton. Excusez-moi. Donc, là, vous pouvez voir, là, c'est au printemps, là, des très grandes superficies là, de renouée du Japon qui viennent envahir les berges, qui limitent certainement les déplacements de la tortue. En termes de colonie, excusez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. En termes de l'étude, comment elle s'est déroulée. Donc, la première étape, c'était de trouver des tortues, de les capturer et de pouvoir les marquer pour les suivre par télémétrie. C'est la méthode qui avait été choisie. Ça s'est fait en partenariat avec le NFFP, bien entendu. Ils nous ont prêté plusieurs matériels là, pour être en mesure de réaliser cette étude-là, donc on les remercie. Et ils ont participé aussi au suivi à la recherche active pour aider à repérer le plus d'individus possible et les munir d'un émetteur pour qu'on puisse les suivre. Donc, ici, on est en étape où on pose un émetteur pour pouvoir suivre la tortue et on récolte plusieurs données aussi sur l'individu en termes d'échantillons pour que le ministère de la faune et des parcs puisse faire leur analyse qui servent là, à acquérir plus de données là, sur la population. Puis, on marque chaque individu sur la carapace pour être en mesure de les différencier l'un avec l'autre. Lorsque toutes ces étapes-là sont terminées, c'est le moment de relâcher la tortue là où on la trouve. Un coup qu'on a pu munir plusieurs individus d'émetteurs, eh bien là, c'est le moment où on va faire le suivi de la population. Donc, c'est grâce à une antenne qu'on est en mesure de retrouver les individus qui sont munis d'émetteurs pour pouvoir les repérer, puis noter l'habitat et puis différentes informations. Là, j'y viens dans quelques secondes ce qu'on note, mais on peut les repérer grâce à cette antenne-là. Et vous pouvez voir ici, c'est un individu qui se trouve à cet endroit-là. Donc, vous comprenez que c'est essentiel pour pouvoir regarder l'habitat qu'ils utilisent, c'est essentiel d'avoir des émetteurs ou autres appareils télémétriques pour pouvoir les retracer parce que ils sont très, très bonnes pour se cacher, les tortues des bois. Donc, d'où l'importance d'utiliser des outils adéquats. En bas ici, vous pouvez voir aussi que même durant l'hiver, cet appareil-là, cette méthode de suivi fonctionne. Donc, sous la glace, sous la neige, on est capable d'identifier les sites d'hibernation des tortues. Donc, quand on trouve une tortue, on va récolter des données comme de la date, l'heure, conditions météo, mais beaucoup aussi des données sur la description de l'habitat. On a deux catégories de description de l'habitat qu'on faisait parce qu'en fait, un élément important de la tortue des bois que je ne vous ai pas mentionné en lien avec son écologie, c'est que c'est une espèce qui est reconnue pour se retrouver surtout en lisière, donc en bordure de deux types de milieux différents, donc deux communautés végétales. Donc dans le cas ici de notre tortue, on est en friche agricole, donc un champ de maïs d'un côté, et puis de l'autre côté, une forêt, marécage arborescent. Donc, la tortue, elle se trouve vraiment entre les deux. C'est là où on l'a trouvée. Puis, pour être en mesure de percevoir cette distinction-là, donc la localisation en bordure ou en plein centre d'une communauté végétale, on note donc son habitat à l'intérieur de 2 mètres et à l'intérieur de 20 mètres pour avoir une perspective plus globale. Les menaces qui pèsent sur la tortue, si on en voit, on les note également. Par exemple, des traces de prédateurs, des fesses, des passages à gué dans une rivière, etc. Et les comportements de la tortue sont notés aussi, comme par exemple si elle est en alimentation ou en reproduction. À la fin du suivi de 2021, on a pu faire une analyse préliminaire des données, puis faire différentes analyses. Entre autres, des données qu'on a récoltées, c'est des données sur les espèces exotiques envahissantes qui étaient présentes dans le milieu.
Donc, à gauche, vous pouvez voir ici une carte qui représente la renouille du Japon présente en termes de densité. Donc, on a caractérisé en fait la renouille du Japon en visant à la classer selon différentes densités de présence. Puis, une autre espèce exotique envahissante qui était présente, c'est les gobodes podagraires qu'on a caractérisés ici aussi. Une des questions qu'on avait, entre autres, avec la renouille du Japon, c'était de savoir si les résidus que vous avez pu voir sur une autre photo précédente pouvaient accumuler de la chaleur qui pouvait être intéressante au printemps pour la tortue. Est-ce que ça pourrait avoir un effet positif? Parce qu'en fait, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a retrouvé des individus enfouis sous la végétation de renouille du Japon. Donc, ce qui a un intérêt, est-ce que ces résidus ligneux, ben pas ligneux, mais ces résidus herbacés-là peuvent cumuler de la chaleur qui est bénéfique pour la tortue au moment de son hibernation. Donc, c'est des questions qu'on voulait répondre. Donc, on a utilisé aussi, on a installé des thermochromes, donc des petits appareils qui prennent en mesure la température. Puis là, les données là, sont en voie d'être analysées. Et le projet s'est terminé en 2022 avec le relâchement des tortues. Donc, on leur a retiré leurs émetteurs et on les a remis dans la nature. Donc, au terme de ce projet-là, ça a été 22 tortues qui ont été recensées. De ce nombre, il y en a 13 qui ont été munis d'un émetteur durant le suivi. Au début du mois d'octobre, quand on a retiré les émetteurs sur les individus, on a pu confirmer qu'il y en avait 9 de vivantes, soit qui avaient survécu de 2021 à octobre 2022, ou d'autres individus qui ont été capturés au cours de saison, puis qui étaient toujours en vie à la fin. Donc là, vous comprendrez qu'il y a 4 tortues manquantes. Ça implique 3 décès qui ont pu être confirmés, un de cause naturelle, un par prédation, puis un par la fauche agricole. Et puis une 4e tortue qui, malheureusement, on n'est pas en mesure d'identifier la raison de sa disparition. Là. Soit son émetteur a cessé de fonctionner, soit elle a été morte, elle est morte, puis en même temps de mourir, son émetteur a cessé de fonctionner, mais on a perdu le signal, donc récemment, en septembre, donc on ne peut pas confirmer la raison de sa perte là, de l'eau durant l'étude. Ensuite, il y a 9 autres individus aussi qui ont été trouvés, en plus de ces 13-là. Ces individus-là ont été relâchés sans émetteur, soit parce qu'ils étaient trop petits. On a une taille minimale pour que les tortues ne puissent pas avoir des émetteurs sur elles, soit parce qu'on n'avait plus d'émetteurs à leur fournir là, à la fin de la saison, donc ce qui était une bonne nouvelle parce qu'on avait suffisamment de tortues pour recueillir les données. Cœur sensible, s'abstenir, désolé de cette diapositive, vous pouvez détourner le regard. C'est les tortues mortes dont je vous ai parlé. La celle qui est morte de cause naturelle, on n'a pas de photo, là, mais elle s'est prise dans une branche, puis morte probablement d'épuisement. Sinon, la photo que vous voyez ici en haut à droite, c'est une tortue qui est morte par la fauche agricole. Donc, c'est un malheureux hasard qui a fait en sorte qu'on a pu la retrouver parce que son émetteur avait complètement cessé de fonctionner. Mais cette tortue-là, là, dans le fond, elle se retrouvait en plein milieu du champ au moment où ce champ-là a été fauché. Puis, elle n'a pas pu éviter les lames de la machinerie. La deuxième tortue que vous voyez ici, c'est une tortue qui est décédée pour des causes de prédation, selon nous, ce qui est le plus probable. Vous pouvez voir au bas de l'image sa queue qui est amputée, puis qui est noircie là, en raison de l'infection qui est survenue à cette blessure-là. Donc, on n'a pas pu identifier avec certitude le prédateur, mais c'est malheureusement 2 individus qu'on a perdus durant ce suivi-là. D'autres menaces qui ont été, sans avoir de cas explicites comme ça, concrets, qui montrent les menaces bien réelles. Le réseau routier reste quand même une menace. Il y a d'autres espèces de tortues qui sont présentes dans la rivière qui étaient suivies, dont par exemple la tortue peinte. Il y avait des tortues peintes trouvées mortes en bordure de réseau routier. Et la destruction de l'habitat aussi fait certainement partie des menaces qui ont été détectées. Puis, on est encore en investigation, voir si les espèces exotiques envahissantes, font partie des menaces pour cette population-là. Le projet,
au terme du suivi, c'est de détecter les menaces, mais c'est aussi de sensibiliser et de faire du réseautage. Beaucoup de producteurs agricoles et autres habitants riverains ont pu être rencontrés au courant de ce suivi-là, ont été sensibilisés. Donc ça, c'est une grande force du projet. En général, la très grande majorité du monde était très collaboratif. Le monde veut juste aider la tortue, là. Il n'y a pas personne qui veut mal faire. Donc, beaucoup de beaux contacts qui ont été établis, puis aussi dans notre objectif de sensibiliser les riverains, mais aussi le public à large échelle, on a pu aussi effectuer une entrevue là, avec Radio-Canada qui a pu sensibiliser le public général là, à la réalité des tortues des bois en nous suivant sur le terrain là, en 2021. Donc, on arrive à la section recommandations, donc la partie probablement que vous attendez le plus de la présentation. Donc, comment protéger les tortues là, dans un milieu, dans un contexte agricole, comment faire pour arriver à assurer la protection de cette espèce-là. Donc là, on a ciblé la principale culture qui était présente en bordure de la rivière Sutton, qui est des cultures fourragères qui sont particulièrement, qui peuvent représenter une menace particulière pour la tortue. Donc, c'est vraiment des recommandations spécifiques à ce type de culture-là, mais il y en a certaines là, qui peuvent s'appliquer à différentes cultures. Entre autres, par exemple, la préservation d'une bande riveraine, que ce soit une culture fourragère, un champ de maïs, etc. Ça peut s'appliquer, ça peut être bénéfique pour la tortue, peu importe le type de culture. Donc ça, c'est une première recommandation qu'on met. Comme vous avez pu voir, la tortue des bois va jusqu'à 200 mètres d'un cours d'eau. On est réaliste, on s'entend. On ne peut pas assurer une bande riveraine de 200 mètres. C'est un idéal, bien entendu. Mais il faut que les activités agricoles puissent se maintenir. On ne veut pas nuire à ça non plus. Donc, ce qu'on recommande, puis c'est vraiment une largeur minimale idéale de 30 mètres pour assurer que quand la tortue sort du cours d'eau, ben, elle a accès à des milieux naturels où elle pourrait répondre à ses besoins de nourriture, par exemple. Donc, elle n'est pas à s'aventurer jusque dans une friche agricole pour pouvoir répondre à ses besoins où elle se met en danger. Donc, c'est une première recommandation. Une deuxième recommandation, c'est d'augmenter la hauteur de coupe. Donc, quand on a une culture fourragère, donc un champ de foin, par exemple, de hausser la hauteur peut vraiment aider à diminuer les mortalités des tortues qui se trouveraient dans le champ agricole. Ce qui est recommandé dans la littérature, c'est de minimalement avoir une hauteur de 10 cm et idéalement même 17 cm. Donc, les lames de la machinerie peuvent alors plus facilement éviter la tortue si elle se trouve dans le champ au moment de la coupe. Une autre recommandation qu'on a certains agriculteurs dans la région qui sont en mesure de mettre en application, mais qu'on comprend que ce n'est pas tout le monde parce que, bien entendu, il y a une importante dépendance à cette source de nourriture-là pour le bétail ou de revenus pour les propriétaires de terres agricoles, mais ce serait de limiter la fauche lors de la période estivale. Contrairement aux oiseaux champêtres qui ont des périodes plus restreintes, par exemple, de ponte, la tortue des bois, elle va vraiment se retrouver tout l'été durant le champ avec des probabilités plus ou moins variables selon les conditions météo, mais on peut la retrouver tout l'été. Donc, s'il y a moyen pour quelqu'un de repousser la période de fauche après la période estivale où la tortue va se retrouver dans le champ, c'est vraiment l'idéal. Mais on comprend que ce n'est pas toujours une situation qui est réaliste. Donc, on a une autre recommandation aussi, si la fauche ne peut pas être repoussée, qui peut être aussi combinée avec la hausse de la hauteur de fauche, c'est une méthode de fauche qui s'appelle une fauche centrifuge. Donc, je vous explique. On a une faucheuse qui rentre dans un champ. Au lieu de débuter de façon traditionnelle par les côtés du champ en se dirigeant vers le centre, nous, ce qu'on recommande, c'est plutôt de débuter par le centre du champ, puis de se diriger tranquillement vers l'extérieur. Cette méthode-là offre l'opportunité aux individus qui se trouvent plus en bordure. D'ailleurs, comme j'ai mentionné, la tortue des bois, c'est vraiment une espèce qui va surtout se retrouver en lisière. Pas toujours, mais elle est réputée pour avoir ce comportement-là. Mais si on commence par le centre, elle va pouvoir détecter la menace, probablement, et vouloir s'éloigner et se diriger vers le milieu naturel où la faucheuse ne se rendra pas.
Donc, on a un exemple concret de situation qui est arrivée. Là, je vous partage rapidement une petite anecdote là, lors du suivi. On avait une tortue qu'on savait en danger d'une certaine façon parce qu'elle se trouvait dans le champ en pleine période de fauche et puis elle ne retournait pas vers les milieux naturels là, ou vers la rivière. Donc, on savait qu'elle était à risque là, lors de la fauche. Ce qui a fait en sorte qu'on a pu, grâce au contact qu'on a eu, avoir des communications avec l'agriculteur qui était responsable de la fauche, puis coordonner notre présence avec la sienne au moment de la fauche pour en fait comprendre le comportement de la tortue lors de la fauche et assurer sa sécurité pour que, entre autres, assurer le maintien des données qu'on allait pouvoir acquérir sur cet individu-là. Donc, ça a fait en sorte que quand on est arrivé dans le champ, de plus localiser la tortue, puis voir son comportement quand que la faucheuse arrive. Donc là, vous voyez ici l'antenne de télémétrie qui pointe là où la tortue se trouve. Ce qui est peut-être moins évident de concevoir dans la photo, c'est qu'on se retrouve dans un fossé agricole. Donc, quand la fauche a commencé, on a pu localiser la tortue, puis on voyait vraiment son comportement qui était en déplacement vers ce milieu plus sécuritaire-là. Bon, on ne peut pas généraliser à tous les individus. Bien sûr, il y en a certains qui vont avoir des comportements différents, mais de savoir que certains individus vont adopter ce comportement-là d'évitement en se dirigeant vers un milieu plus sécuritaire, c'est quand même un bon indicateur là, que cette méthode peut avoir du succès pour certains individus. Donc, ça, c'est un exemple, là, mais heureusement, là, dans cette situation-là, on n'a pas à intervenir. La tortue a pu s'en sortir sans notre intervention. Une dernière recommandation, ce qui n'est pas nécessairement une recommandation, mais une ouverture là, en lien avec le milieu agricole, c'est la possibilité pour certains agriculteurs d'avoir accès à un programme qui permettrait d'améliorer leurs pratiques pour la tortue, pour la protection de la tortue des bois. C'est un projet pilote qui est en cours avec la Fédération de l'Union des producteurs agricoles, donc l'UPA, en Montérégie. Donc, ce programme-là, c'est le programme ALUS Montérégie. En ce moment, il n'est pas disponible en Estrie, mais nous, à Sutton, on a pu collaborer avec les responsables de ce programme-là pour tenter là, de donner notre expertise là, pour voir s'il n'y avait pas moyen de le rendre accessible, entre autres, aux producteurs de la région. Donc, c'est en développement en ce moment. En fait, le programme ALUS, en tant que tel, c'est un programme qui vise à assurer une meilleure conciliation entre l'agriculture et la nature, la biodiversité. Donc, il y a différents volets là, actuellement qui existent, là, entre autres pour la protection des oiseaux champêtres, mais aussi pour la plantation de bancs riveraines, l'aménagement de haies brisevants. Donc, c'est un programme qui est déjà assez bien monté pour différentes espèces, différentes situations, mais là, il est en cours d'évaluation pour voir s'il ne pourrait pas s'appliquer à la tortue des bois. Donc, une des avenues possibles de ce programme-là serait de mettre en place des aménagements de bancs riveraines. Puis, ils sont en évaluation aussi pour voir si des compensations monétaires ne pourraient pas être attribuées aux agriculteurs s'il y a des interventions qui sont mises en place, entre autres, par exemple, avec la hausse de la hauteur de coupe. Ou une suggestion qu'on a fait, c'est de laisser des bandes à proximité de milieux naturels, là, exemple de fauche durant l'été, puis de les maintenir fauchés là, en fait, d'aller les faucher plus tard quand la tortue va être de retour vers l'eau. Parce qu'en fait, les tortues, une des caractéristiques qu'elles recherchent, c'est les habitats de début de succession. Là. Fait c'est une des raisons pourquoi on les retrouve beaucoup dans les champs là, quand on a un milieu plus herbacé avec des petits arbustes. C'est vraiment un endroit où qu'elles recherchent dans leur habitat. Donc, d'où leur intérêt pour les champs. Fait que parfois, de maintenir cet habitat de façon un peu artificielle, donc cet habitat de début de succession, ça peut être bénéfique là, pour la tortue, mais il faut le maintenir en dehors des périodes où elle est active. Donc, outre le milieu agricole, on a d'autres recommandations qu'on a mises. Donc là, je vous fais un bref rappel, en fait, une bref présentation des différentes recommandations, mais il y en a plus que ça, là. Mais entre autres, on recommande d'éviter les passages à gué. Donc là, vous pouvez voir ici une traverse d'un cours d'eau avec de la machinerie qui passe directement dans l'eau. Donc, si on a une tortue dans l'eau, ça peut être néfaste pour elle. Ça crée aussi des milieux propices de ponte, dans le sens où
Souvent, c'est des endroits qui vont être dégagés de végétation avec un substrat qui peut être parfois intéressant pour la ponte, mais la compaction du sol pourrait nuire là, au nid si jamais il y a une femelle qui n'est qu'à pondre à cet endroit-là. Ensuite, on veut limiter les coupes forestières en période estivale. Donc, si on peut les reporter à l'hiver ou à l'automne à l'extérieur de l'activité des tortues, ça va être très bénéfique là, pour l'espèce, dans le sens où, quand on vient couper, il peut y avoir un arbre qui tombe sur une tortue, une machinerie qui écrase la tortue, parce que, comme on l'a mentionné, jusqu'à 200 mètres de la rivière, les tortues peuvent se retrouver même dans les milieux forestiers. Donc, c'est une avenue possible. On souhaite aussi préserver les sites de ponte. Parfois, ça peut être problématique pour l'espèce de trouver un site de ponte propice, donc s'assurer de les préserver. Puis finalement, protéger et restaurer les milieux naturels riverains existants. Donc, on a réalisé une première analyse préliminaire. Maintenant, il nous reste à analyser tout l'ensemble des données qu'on a récoltées en 2021 et 2022. Donc, on souhaite répondre à différentes questions. Quel est l'effet de la remise? Est-ce que c'est positif, négatif? Donc, c'est en cours d'analyse. On souhaite évaluer les obstacles à la dispersion. Je vous avais parlé plutôt d'une chute qui était présente, quel point ça peut affecter la population. Quelle est la sélection d'habitat des espèces? Entre autres, l'autre sous-question, quelle est l'utilisation des friches agricoles? Est-ce que c'est vraiment toute la saison? Est-ce qu'il y a des périodes plus critiques? Donc, on va analyser les données pour voir si on ne peut pas tirer des conclusions de ça. Et quels sont les lieux de ponte aussi? Donc, c'est quelque chose qui est peu connu dans cette population-là. Donc, on a pu recueillir certains indices là, au courant du suivi, puis on veut pouvoir bien les identifier pour tenter de chercher à les protéger, entre autres. Pour conclure, donc, comme vous allez voir, l'analyse est à poursuivre. On est en cours de rédaction du rapport final. On va certainement garder un œil sur le développement du programme ALUS pour la tortue des bois, puis tenter de tenir au courant la population de ce qu'il y en est. On collabore avec eux pour que ce programme-là soit le plus adapté à la tortue des bois possible, de la façon possible. Donc, on garde un œil sur ça. On est en cours aussi de démarches de conservation avec des propriétaires qui peuvent être intéressés à la conservation. Donc, de trouver une façon compatible d'allier l'agriculture et la nature. C'est certainement intéressant pour la tortue. Donc, c'est des démarches qu'on entreprend actuellement. Puis, cette population-là va certainement continuer d'être suivie au cours des prochaines années, étant donné son statut de population témoin. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. J'espère que vous avez apprécié, que ça a pu répondre à certaines de vos questions, vous outiller d'une certaine façon. Donc, c'est maintenant la période des questions, mais juste avant, je voudrais juste remercier les partenaires financiers qui ont permis à ce projet-là d'être réalisé, entre autres aussi le ministère de la Forêt, des Fonds et des Parcs, et le fédéral, le provincial. Donc, un grand merci. Et voilà, je te laisse la parole, Maxime, pour la période de questions. Oui, merci beaucoup, Tania. Je vais commencer en disant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont fait remarquer que malheureusement, il y avait un délai parfois entre les propos de Tania et les diapositives. On regrette vraiment, c'est malheureux. Malheureusement, c'est des éléments qui ne sont pas sous notre contrôle. C'est soit dû aux connexions Internet ou au serveur de GoTo. Donc, encore une fois, on regrette, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Si jamais vous avez manqué des éléments importants à cause de ce délai, sachez que le Midi Conservation, la présentation, elle est enregistrée, comme toutes les autres, et sera bientôt, dans les jours qui vont suivre, disponible sur nos réseaux sociaux et plus spécifiquement sur notre compte YouTube, notre chaîne YouTube. Donc, si jamais, comme j'ai dit, vous avez manqué quoi que ce soit, n'hésitez pas à revoir la présentation. Sinon, attendez, je pense qu'il y a une première question. OK. Donc, ici, on te demande, Tania, cette étude sur la rivière Sutton sera-t-elle étendue à la rivière Missisquoi? Il y a des études qui ont lieu aussi, effectivement, dans la rivière Missisquoi. Donc, ce ne sera pas le suivi télémétrique. Là. Le suivi télémétrique, c'est vraiment quand il y a, comme vous avez pu le voir, un déclin important qui est constaté puis qu'on souhaite répondre à certaines questions. Donc, les menaces, entre autres, qui pèsent sur l'espèce. Dans la rivière Missisquoi, c'est effectivement une rivière qui a été suivie. Je pense qu'il le sera encore dans le futur. Mais c'est vraiment des suivis printaniers.
Donc, c'est pas des suivis télémétriques qui se déroulent tout au long de l'année. Donc, il y a plusieurs conclusions qui peuvent être tirées avec les suivis printaniers, mais ce sera spécifiquement ce type d'étude-là ne sera pas fait, il n'est pas prévu en tout cas dans la rivière Missisquoi. Parfait. C'est une question de Marie-Josée Auclair. Sinon, pour l'instant, il ne semble pas y avoir d'autres questions. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans l'onglet questions. Donc ici, on vient de recevoir une question de Frédéric Chouinard. Avons-nous des données sur les sites préférentiels de traverse de tortues sur les routes de Sutton, les endroits où des tortues écrasées ont été recensées? Nous aimerions les localiser afin de voir ce qui peut être fait si c'est un problème. Nous, on a pu, la donnée, je vous ai mentionné sur la tortue peinte qui a été retrouvée morte sur la route là, près de la rivière Sutton. C'est une donnée qu'on a obtenue grâce à carapace.ca. Donc ça, c'est la contribution de tous les citoyens. Là, j'en ai pas fait mention, là, mais pour tous les participants, si vous avez un intérêt envers les tortues, là, dès que vous voyez une collision, une tortue vivante, une tortue morte, l'intérêt, c'est surtout dans le réseau routier, mais ça peut être dans votre cours, etc. Il y a carapace.ca qui existe, qui est un programme qui recense là, toutes les un programme de participation citoyenne où on peut déclarer là, toutes les observations de tortues qu'on fait. Puis ces données-là servent, comme Frédéric souhaite savoir, là, servent à localiser justement ces lieux plus critiques pour les tortues, puis voir s'il y a des actions qui peuvent être faites. Donc, c'est comme ça qu'on a eu, nous, la donnée. Si on avait pu observer par nous-mêmes des données de mortalité, on les aurait remplies. Par exemple, on a une collègue là, qui a aidé à traverser une tortue serpentine qui se trouvait à proximité. Donc, il n'y a pas une mortalité, heureusement, mais elle aurait été probable la mortalité s'il n'y avait pas eu son intervention. Donc, elle a rempli elle-même un rapport carapace.ca. Donc, ça, c'est des données qui, sur demande, pourraient être accessibles. Mais Frédéric, tu peux nous contacter, là, puis on peut voir avec toi qu'est-ce qu'on pourrait te transmettre là, comme données si jamais le contact direct avec Carapace peut être plus compliqué. Parfait. Maintenant, une question de Nathalie Kemp. Votre projet est-il arrimé au projet de COGESAF pour la tortue des bois pour la rivière Tomiphobia? COGESAF. COGESAF. Le COGESAF. Ben, je crois qu'on a été impliqué avec le COGESAF pour ce suivi de population-là. Donc, c'est vraiment des suivis qui sont distincts. Donc, ben, dans un sens qui, avec le regroupement des tortues du Québec, se rassemblent. Toutes les données finissent par être discutées en sous-groupe, mais ce suivi-là, en fait, en tant que tel, c'est vraiment en partenariat avec le MFFP qui actuellement est mis en œuvre, mais toutes les données sont partagées là, à différents partenaires. Donc, ça peut avoir une influence, bien entendu, les résultats qu'on obtient, mais à l'heure actuelle, ce ne sont pas... je crois que Corridor-Appalachiens a contribué avec COGESAF. Là, historiquement, moi, je suis arrivée dans l'organisme en 2021, donc je ne connais pas tout l'implication de mon organisme, mais je suis pas mal certaine là, que la rivière Tomiphobia, entre autres, on a entre autres participé à des suivis, mais encore une fois, pas télémétrique. Là. Ça, je le saurais, fait que c'est pas des suivis télémétriques, mais c'est possiblement une population témoin aussi qui est suivie. J'espère que ça répond à la question. Oui, elle vient de dire merci. Parfait. Il ne semble pas y avoir d'autres questions pour l'instant. Puis là, je vois qu'on arrive justement à 13 heures, donc normalement une conférence qui prend fin. Donc, merci beaucoup, Tania. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment très instructif. Puis, on a eu un bel engagement des participants, malgré les quelques problèmes techniques. Mais bon, comme j'ai dit, le tout est enregistré, donc n'hésitez pas à revoir l'enregistrement une fois la vidéo rendue disponible. Donc, voilà. On reçoit d'autres remerciements des participants, donc c'est super.
Excellent. Ben, merci à vous d'avoir assisté à cette conférence. Ce ne serait pas possible sans vous. Puis merci à toi, Maxime, là, d'avoir organisé cette rencontre-là. Là. C'est une belle opportunité pour nous. C'est plaisir. Donc, bonne journée tout le monde. Au Au revoir. prochain conservation.